Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode assez détaillée pour réussir son projet robotique en entreprise. On s'appuie sur un document, un cours pour cadre en fait, qui propose un parcours en 7 étapes. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, comment on passe, disons, d'une idée qui tient la route à une cellule robotisée qui fonctionne, et ça en 6 à 12 mois. Et surtout, comment on prépare la suite, l'adoption plus large. Il s'agit de bien saisir la méthode, d'anticiper les pièges, quoi. Absolument. Et c'est vrai qu'un projet robotique, c'est complexe. Il y a l'aspect technique, évidemment, mais pas que. Il y a l'humain, l'organisationnel, le financier. Donc avoir une approche structurée, c'est un peu indispensable. C'est un peu la carte et la boussole. C'est ça. Ce guide, il donne une feuille de route assez claire depuis le tout début, la mobilisation, jusqu'à la réplication à plus grande échelle, avec des choses concrètes à produire à chaque fois. Alors allons-y. Première étape, mobilisation. Ça dure 2 à 4 semaines. L'idée, si je comprends bien, c'est de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, définir les règles du jeu. Exactement. On commence par monter une équipe projet. Pas trop grande, 4 à 6 personnes, mais avec les bonnes compétences. Il faut un sponsor, quelqu'un de la direction pour les décisions importantes et les ressources. Indispensable, ça. Oui. Puis un chef de projet, bien sûr, pour piloter au quotidien. Un expert métier, très important, quelqu'un qui connaît le terrain. Un expert technique aussi. Et ne pas oublier quelqu'un des RH ou du change management. Pour l'accompagnement humain. Voilà, pour la communication, la formation. Et on définit bien qui fait quoi avec un RACI pour que ce soit clair. Et on définit le succès tout de suite, avec des indicateurs, des KPI. Le document parle de KPI SMART, des exemples comme réduire le temps de cycle de 30%. Oui, des choses très concrètes. Ou augmenter le débit de 40%, avoir moins de 0,5% de défaut, une disponibilité machine de plus de 95%. Zéro accident, baisse des TMS. C'est ambitieux. Même un ROIR inférieur à 12 mois pour le pilote et la satisfaction des opérateurs. C'est ça. Le conseil, c'est vraiment de lier des indicateurs business, RH et qualité. Ça donne une vision complète. Et un point super important dès cette phase, la communication. Ah oui, le fameux storytelling. Exactement. Le guide insiste. Hmm. Il faut éviter de parler de remplacement d'emploi. C'est anxiogène et souvent faux d'ailleurs. Il faut axer les messages sur la sécurité, l'ergonomie, la montée en compétences. Le fait que plus de commandes, ça consolide l'emploi finalement. Voilà. Donc, formaliser un plan de com avec un kick-off, des points réguliers, de l'affichage. C'est essentiel pour embarquer les équipes. Donc, fin de l'étape 1, on a une charte projet, un RACI, un plan de com, les fondations sont posées. On enchaîne sur l'étape 2, analyse et sélection. 4 à 6 semaines, là, il faut choisir le bon projet pilote, j'imagine. C'est tout l'enjeu. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut trouver le cas d'usage qui va apporter le plus de valeur tout en étant faisable et pas trop risqué pour un premier essai. Comment on s'y prend? D'abord, on cartographie le processus actuel. On fait un VSM, un flowchart, on mesure la situation de départ. La baseline. Il faut aller sur le terrain, observer, chronométrer, temps de cycle, variabilité, défauts et quantifier les gaspillages. Les déplacements inutiles, les attentes. Tout ça. Ensuite, on regarde la faisabilité technique. Est-ce que la tâche est répétitive? Est-ce que l'environnement peut être, disons, ordonné pour un robot? Est-ce que les pièces sont faciles à saisir? Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce qu'on peut le connecter aux autres systèmes? Plein de questions techniques, c'est clair. Et après, l'argent, le business case. Exactement. Le nerf de la guerre. Combien ça va coûter au total? Attention, pas juste le prix du robot. Faut ajouter l'intégration, la sécurité, la formation. Le guide suggère même de prévoir 10 à 15% de marge pour les aléas. C'est prudent. Oui, et en face, on chiffre les bénéfices annuels. Gains de productivité, bien sûr, mais aussi qualité, moins de rebut, sécurité. Et là, on calcule le payback, le ROI. On fait même une petite analyse de sensibilité. Et si la cadence baisse? Et s'il y a des pannes? Et c'est là qu'un comité décide, go ou no go. C'est ça. C'est une décision importante. Choisir le bon premier projet, c'est souvent critique pour la suite. Un échec peut vraiment freiner l'élan. Logique. Bon, on a le go. On passe à l'étape 3. Conception. 6 à 8 semaines. Là, on détaille la solution et on choisit le partenaire. On rentre dans le technique, là. Ah oui, là on rentre vraiment dans le dur. C'est l'étape du cahier des charges détaillé. C'est le document clé. Il doit tout décrire. C'est-à-dire? Le processus cible, la cadence attendue, les tolérances, comment on gère les changements de série, les pièces, dimensions, poids,
fragilité, l'environnement, température, poussière, si c'est une zone ATEX ou pas, l'espace dispo, Les normes de sécurité aussi, j'imagine. absolument. Les normes ISO applicables, comme la 10218 ou la 15066 pour les cobots. Comment on va intégrer le robot au système informatique de l'usine, l'ITOT, la connexion au MES ou à l'ERP, les protocoles comme au PCUA, MQTT, la cybersécurité, bien sûr. Faut penser à tout, hein. Maintenance, qualité, formation. Exactement. Les objectifs de fiabilité, MTBF, de temps de réparation, MTTR, les besoins en capteur, en vision pour le contrôle qualité, les besoins en formation, et évidemment le budget et le planning attendu. Et avec ce document béton, on va voir les fournisseurs, les intégrateurs. Oui, on lance un appel d'offres. On consulte 3 à 5 acteurs. Le guide propose même une grille d'évaluation pour comparer objectivement. Sur quels critères? Leur référence d'abord. La qualité technique de la solution proposée. Le coût, évidemment. Mais aussi le support local, c'est important. La robustesse en termes de cybersécurité. La pérennité du fournisseur. Et même la culture projet, le fit. C'est assez complet. Et c'est là qu'on choisit le type de robot, l'outillage. Tout à fait. Robots collaboratifs ou industriels classiques, 6 axes, SCARA, Delta, mobile. Quelle pince, quelle ventouse, quel logiciel. Le conseil qui ressort, c'est de privilégier, si possible, les standards ouverts, les écosystèmes matures, pour éviter d'être coincé avec un seul fournisseur plus tard. Bien vu. Donc, à la fin de l'étape 3, on a un cahier des charges finalisé, un fournisseur choisi et un contrat ou un statement of work signé. Ça devient très concret. Étape 4. Simulation et test. 4 à 6 semaines, on n'installe pas tout de suite. Non, et c'est une étape vraiment maligne. L'idée, c'est de tester et de valider un maximum de choses en amont avant d'aller sur le site, pour éviter les mauvaises surprises. C'est là qu'intervient le fameux jumeau numérique. Exactement, le Digital Twin. On crée un modèle virtuel de la cellule robotisée. Ça permet de faire plein de choses, détecter les risques de collision, optimiser les trajectoires du robot pour gagner du temps, vérifier qu'on tient bien les temps de cycle. On peut même former les équipes en virtuel. Oui, c'est un gros avantage. Ça permet une première prise en main sans risque. C'est aussi la phase où l'on affine la programmation pouce-pouce. Comment le robot prend et dépose les pièces, comment il gère les exceptions, les erreurs. On valide les fonctions de sécurité, on calcule le niveau de performance requis, le PL, et on s'assure que le robot pourra bien fournir les données dont on aura besoin plus tard pour le suivi. Et tout ça culmine avec un test FAT, le FAT. Oui, le Factory Acceptance Test. C'est un test final, mais réalisé chez l'intégrateur, avant l'expédition du matériel. On prend une checklist très précise, basée sur le cahier des charges. On vérifie quoi exactement? Formation initiale prévue est faite. Si tout est OK, on donne le feu vert pour l'expédition, parfois avec quelques réserves mineures à traiter. C'est une étape de validation essentielle avant d'aller sur le terrain. Et donc, l'étape suivante, c'est le grand jour. Étape 5, le déploiement. 4 à 8 semaines. L'installation et le démarrage sur site. C'est ça, le moment de vérité en quelque sorte. D'abord, il faut préparer le site physique, parfois un peu de génie civil, installer les protections physiques, les barrières immatérielles comme les scanners laser, faire les raccordements électriques, pneumatiques, préparer le réseau informatique industriel, l'OT. Et ensuite, l'installation propre dite. Oui, on installe le robot physiquement, on fait tous les branchements, on intègre avec les systèmes IT/OT existants via OPCUA ou MQTT par exemple, on charge les programmes qui ont été validés. Et on reteste, OK? J'ai vu l'acronyme SAT. Oui, le Site Acceptance Test. C'est le pendant du FAT, mais cette fois, c'est sur le site de production, en conditions réelles. On revérifie tout. Les mêmes choses que pour le FAT? En grande partie, mais surtout, on vérifie la performance et la fiabilité dans l'environnement final. Est-ce que la cadence est tenue sur une durée significative, par exemple une journée de 8 heures? Est-ce que la disponibilité atteint un certain seuil, disons 90% la première semaine? Est-ce que la qualité produite est conforme? Est-ce que les sécurités interagissent bien avec le reste de l'atelier? C'est aussi le moment où on livre la documentation finale, les schémas, les modes opératoires, les plans de maintenance. Et la formation devient cruciale à ce moment-là. Elle est absolument clé et elle doit être adaptée à chaque public. Les opérateurs, démarrer, gérer les alarmes simples, ça peut être 2-3 jours. Les techniciens de maintenance, faire le préventif, les réglages, c'est plutôt 5-7 jours. Et les programmeurs, s'il y en a en interne, pour les modifs,
L'optimisation, là on parle de 10-15 jours. Le guide conseille même de former plus de gens que nécessaire. Oui, environ 20% de plus. C'est une bonne pratique pour assurer la continuité en cas d'absence, de départ ou pour préparer la suite. La formation, c'est souvent un point faible si on ne met pas le paquet. Très clair, une fois le SAT signé, le robot tourne. Ouf, mais ce n'est pas fini. Étape 6, optimisation, 8 à 12 semaines. Pourquoi? Ça ne marche pas parfaitement tout de suite? Rarement au taquet dès le premier jour, il y a quasi toujours une période de rodage, disons 4 à 6 semaines. On observe des micro-arrêts, la productivité n'est pas encore à 100%, c'est normal. Il faut être méthodique, noter chaque petit ajustement. L'objectif de cette phase, c'est de passer de « ça fonctionne » à « ça performe vraiment ». Et pour ça, la clé, c'est la mesure. Encore les KPI. Toujours. Il faut un tableau de bord, suivi de près tous les jours ou toutes les semaines. On suit le temps de cycle réel par rapport à la cible. L'uptime, la disponibilité avec le MTBF et le MTTR, les défauts en faisant une analyse Pareto pour savoir où agir en priorité, les micro-arrêts, quels sont les 5 plus fréquents, et puis la satisfaction des opérateurs et l'EE, le taux de rendement global, si c'est pertinent. Et avec ces données, on met en place de l'amélioration continue? Le fameux cycle PDCA? Exactement. Il faut instaurer des rituels. Une réunion rapide quotidienne devant le tableau de bord. Un point performance hebdo plus approfondi. Utiliser des méthodes simples, comme les 5 pourquoi pour trouver les causes racines ou Ishikawa. Peut-être faire du SMED pour réduire les temps de changement de série si c'est un sujet. Du Pokayoke pour éviter les erreurs. L'objectif, après ces 12 semaines, ça pourrait être d'avoir une disponibilité stable au-dessus de 95%, la cadence nominale atteinte, voire dépassée, et des défauts vraiment minimes. Et on commence à standardiser les bonnes pratiques? C'est essentiel. On crée des fiches de standard work, les gestes clés, les paramètres hors de la machine. On met en place des routines d'amélioration type kata. On continue la formation. C'est là que la performance devient durable. Ok. Mobilisation, analyse, conception, test, déploiement, optimisation. Le premier robot est performant et stable. Il reste une étape, la 7e, scale-up. Passage à l'échelle, industrialisation de la démarche. C'est exactement ça. L'idée, c'est de capitaliser sur ce premier succès pour répliquer plus vite et à moindre coût. Ne pas refaire tout le travail à chaque fois. Comment on s'y prend concrètement? On formalise un playbook. C'est un guide interne complet. Il reprend toute la méthode, les checklists, les modèles de documents, le gabarit de cahier des charges, de SOW, les checklists FATSAT, les modèles de SLA pour la maintenance, les SOP. On peut aussi créer une bibliothèque de programmes robots standards, une nomenclature type pour les équipements. Ça permet de standardiser et d'accélérer les projets suivants. Voilà. Et on suit une logique progressive. Le guide parle de crawl, walk, run. Ramper, marcher, courir. C'est-à-dire? On a réussi le pilote. Crawl. Ensuite, on lance 2 ou 3 projets de taille similaire, peut-être avec quelques variations. Walk. Puis, on peut s'attaquer à des projets plus ambitieux, multi-robots ou avec des liens très forts avec les systèmes centraux type ERP. Run. Et pour structurer tout ça, on peut créer une entité dédiée, un centre d'excellence. C'est une bonne option, oui. Un COE robotique. Sa mission, définir les méthodes, les standards technologiques, coacher les équipes projets, faire des audits, capitaliser sur les retours d'expérience. Ce COE aurait ses propres indicateurs, le délai moyen de déploiement, le taux de réutilisation des standards, le ROI cumulé des projets. Et au niveau de l'entreprise, on suit des indicateurs plus globaux. Nombre de robots déployés, heures de travail automatisées, ROI global du programme, évolution du taux d'incident. Très structuré comme approche. Si on essaie de synthétiser un peu, au-delà des 7 étapes, il y a des éléments transversaux qui reviennent tout le temps, non? La gouvernance, la gestion des risques. Tout à fait. La gouvernance de projet, c'est essentiel, du début à la fin. Avoir des instances claires avec des fréquences définies. Comité de pilotage mensuel, comité technique peut-être toutes les 2 semaines, et les rituels quotidiens en atelier pendant le déploiement et l'optimisation. La gestion des risques aussi. Tenir un registre des risques, mauvaises spécifications, problèmes de sécurité, variabilité des pièces non prévues, difficultés d'intégration IT auto, manque de compétences, résistance au changement. Et pour chaque risque, un plan d'action préventif ou correctif. Et la sécurité? La conformité aux normes? C'est non négociable. Non négociable. L'analyse de risque, la définition du performance level requis,
PLR pour les fonctions de sécurité, le marquage CE de la cellule, c'est la base. Et la cybersécurité industrielle, l'OT Security, il faut vraiment y penser dès le début. Segmentation réseau, gestion des accès, surveillance, sauvegarde. Un robot, c'est un ordinateur sur le réseau de l'usine. Il faut le protéger. Le document pointe aussi des erreurs fréquentes. Par exemple, commencer par le projet le plus complexe juste pour montrer qu'on sait faire. Grosse erreur classique. Ou sous-estimer le coût de l'intégration. Parfois ça coûte autant, voire plus que le robot lui-même. Ne pas impliquer les opérateurs assez tôt, ça revient souvent aussi. Oui. Ou négliger le jumeau numérique pour les cellules un peu complexes. Ne pas avoir de KPIs clairs dès le départ. Vouloir répliquer trop vite avant d'avoir bien standardisé. Oublier d'impliquer l'IT et l'OT dès la phase de conception. Il y a cette idée qui ressort que c'est 80% méthode et 20% techno. Ça semble assez juste finalement, hein? Je crois que c'est très juste. La technologie robotique est souvent là, elle est mature. Le défi, c'est de bien l'intégrer dans un contexte industriel spécifique, avec ses contraintes, et surtout avec les équipes qui vont devoir vivre avec. La méthode, la rigueur projet, la communication, l'accompagnement au changement, c'est ça qui fait souvent la différence entre un projet qui réussit et un projet qui dérape. Le guide mentionne même des gabarits prêts à l'emploi. Charte projet, racitype, checklist. Ça aide à structurer. Oui, ça permet de ne pas partir d'une page blanche et d'assurer une certaine cohérence entre les projets. Bon, on a fait un tour assez complet de cette méthode en 7 étapes. C'est dense, très structuré. Ça peut sembler un peu lourd peut-être. Ça peut paraître lourd, c'est vrai, mais c'est probablement le prix à payer pour maîtriser la complexité et maximiser les chances de succès, surtout au début. C'est un investissement en rigueur qui vise à éviter des problèmes bien plus coûteux plus tard. Et puis, les grands principes, bien définir ce qu'on veut, bien tester avant de déployer, mesurer pour améliorer, standardiser pour répliquer et communiquer tout le temps, finalement, ils s'appliquent à beaucoup d'autres types de projets, pas seulement la robotique. C'est vrai. Alors pour conclure, si on prend juste un instant de recul, cette méthode détaille très bien le comment faire. Est-ce qu'il y a une réflexion qui va au-delà de ça? Oui, je pense le comment est crucial, on vient de le voir. Mais le succès durable d'une transformation comme celle-là, ça repose aussi énormément sur la clarté et l'adhésion de tous au pourquoi. Pourquoi on fait ça? Quelle est la vision? Au-delà de l'efficacité opérationnelle du premier robot, comment l'intégration de ces technologies va vraiment changer le travail au quotidien? Quelles compétences nouvelles vont être valorisées? Quelle culture d'entreprise on veut construire avec ça? Une fois qu'on maîtrise la technique et la méthode, c'est peut-être là que se situe le prochain niveau de réflexion stratégique. Surtout quand on parle de scale-up, de déploiement à grande échelle. Le pourquoi devient alors encore plus important que le comment.